Alors, je ne sais pas si vous avez tous fait attention au titre. Ça s'appelle SSAS tabulaire optimisation. Pour pouvoir faire de l'optimisation, il faut juste un prérequis. Il faut connaître un peu de quoi ce dont on parle, donc SSAS tabulaire. Tout le monde ici a déjà fait au moins lancé un projet de cube tabulaire. Ouais, tout le monde a... Ok, parce que c'est vrai qu'on va parler un peu, on va rentrer un peu dans le détail des différents moteurs autour des SSAS tabulaire. Donc forcément, si vous ne savez pas du tout ce que c'est un peu dur de prendre la session en marche, mais on peut peut-être s'en sortir. Donc pour ma part, je suis Charles-Henri Sauger, je suis consultant en décisionnel ou en data, vu qu'on dit ça maintenant plus que décisionnel, depuis quelques années, depuis 2009, MVP Data Platform, et vous pouvez me retrouver, me contacter éventuellement si vous en avez envie, via mon blog, mon Twitter ou mon mail. Je fais partie d'une société coopérative parisienne qui s'appelle Scopit et qui fait du conseil en data et en .NET. Alors pour continuer sur la partie un peu publicité, merci à nos sponsors qui sont nombreux et qui permettent ce genre d'événement. Donc merci à eux. N'hésitez pas à participer à tous les petits jeux pour que vous soyez un peu prospect. C'est ce qui aide à organiser ce genre d'événement. Donc le plan il est très simple. On va reparler des moteurs de tabulaire. Pourquoi les moteurs de tabulaire? Vous savez tous qu'il y a plus d'un moteur derrière SQL Server Analysis Services tabulaire. Est-ce que vous sauriez me dire quels sont ces moteurs? Alors il y a le Vertipack qui s'appelle le Storage Engine, le moteur de stockage, et le second moteur c'est le Formula Engine qui va avoir un rôle différent. Donc il faut savoir, quand on va vouloir optimiser les performances d'un modèle tabulaire, il faut savoir qu'il va y avoir deux acteurs, le Formula Engine et le Storage Engine. Donc je vais vous présenter ça en revenant un peu sur comment sont stockées les données dans le Storage Engine. Ensuite, on va parler d'outils parce que comme à chaque fois qu'on veut faire de l'optimisation, ça passe par du monitoring, être capable de vraiment savoir ce qui bloque, pour éviter juste de faire ce qu'on a tendance à faire malgré tout, lancer une requête, dire « Ah, ça prend un peu trop de temps, je vais changer ça, peut-être que ça va aider. Ah, ça marche toujours pas, moi je vais changer ça. Ah ». Donc on va essayer vraiment de pouvoir mettre le doigt exactement sur ce qui nous pose problème et de pouvoir mesurer les performances, les résultats, pas seulement au temps d'exécution qui va être affiché dans SQL Server Management Studio, mais vraiment sur là où est passé le temps sur les différents moteurs justement. Et enfin, on va donner quelques pistes d'optimisation, mais en gardant en tête que même si on va avoir des pistes qui vont fonctionner, parce que je vais vous montrer sur des requêtes données que ça apporte une amélioration, il faut toujours garder en tête qu'il n'y a pas de règle générale sur tabulaire, déjà parce qu'à chaque fois qu'une version sort, le comportement est assez différent, et aussi parce qu'en fonction de votre modèle et de comment est construit votre modèle, la même requête pourra avoir un fonctionnement, des performances assez différentes en fonction de ce que vous utilisez. Donc l'approche, ça ne va pas être de dire, ce qu'on peut déjà commencer à entendre, il faut remplacer tous les summarize par add column. Non, ça va être de dire, pourquoi est-ce que c'est plus lent sur mon modèle et qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux en me basant sur les outils qu'on aura vus précédemment. Ok? Ça, vous êtes toujours intéressé? Personne ne veut s'enfuir? Bon. Donc, les différents moteurs. Déjà, première chose, on va attaquer un modèle tabulaire, idéalement en DAX. On peut le faire en MDX, mais malheureusement, c'est encore plus difficile d'optimiser les performances parce qu'on est beaucoup moins maître de ce qu'on va générer comme DAX derrière. Donc, on va partir du principe que vous attaquez votre modèle tabulaire en DAX. La première couche qui va comprendre votre requête, c'est le Formula Engine, ce dont je vous parlais, premier moteur d'exécution. Ce qu'il faut noter, c'est que le Formula Engine qui récupère votre requête, c'est un moteur qui ne fonctionne que sur un thread. Donc, vous pouvez avoir une machine avec 228 CPU si vous voulez. Le Formula Engine, il va avoir un thread qui lui est alloué. Donc, ça va forcément être un facteur limitant pour nos requêtes en fonction de ce qui va être traité ici. Et c'est pourquoi on a besoin de ce Formula Engine, parce que votre requête DAX, c'est un peu comme en SQL, vous pouvez être très imaginatif et vous pouvez sortir une requête très complexe. Et donc votre Formula Engine, il est capable de comprendre cette requête très complexe. Là où le second moteur qui est appelé par le Formula Engine, le Storage Engine, qui lui est sur plusieurs threads, qui va avoir un cœur par segment, on va voir ce que c'est que des segments si vous ne le savez pas juste après. Lui, il est capable de comprendre des requêtes très simples, mais par contre,
il est beaucoup plus performant parce qu'il est multithread. Donc c'est la cohabitation de ces deux moteurs qui va faire que vous pouvez lancer des requêtes très compliquées sur Analysis Services tabulaire. Mais par contre, les acteurs ne vont pas interagir au même moment en fonction de la complexité de la requête. Si votre requête est très compliquée, il y a une grosse partie qui va se passer au niveau du Formula Engine parce que c'est lui qui va être capable de la décomposer et de donner des instructions simples au Storage Engine qui va aller chercher les données pour vous. Facile. Petite chose aussi intéressante, en tabulaire, contrairement au multidim, parce qu'on a plein de mauvaises habitudes qu'on a pris du multidim. Souvent, on a fait, comme moi, presque 10 ans de multidim. Et du coup, quand on arrive sur tabulaire, on dit ah, bah, je vais faire comme en multidim, je vais utiliser le cache, je vais faire du cache warming. Bah, ça existe très peu en tabulaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cache, il est uniquement au niveau Storage Engine. Donc, si vous avez une requête qui prend une seconde et qui a 500 millisecondes sur le Formula Engine, 500 millisecondes sur le Storage Engine, si vous la lancez une seconde fois sur un cache chaud, vous aurez une requête qui donne 500 millisecondes. Parce que la partie Formula Engine, vous allez devoir la repayer de toute façon. Ça, c'est aussi une piste importante, c'est quelque chose d'important à comprendre, parce que ça vous explique que si vous mettez beaucoup de calculs à ce niveau-là, vous pourrez faire ce que vous voulez, à la deuxième exécution, ce sera toujours aussi lent. Jusqu'ici, tout va bien? Facile? Donc justement, le Storage Engine, comment est-ce qu'il stocke ces données? Plusieurs choses. Un fichier de dictionnaire qui va être, on le verra juste après dans un exemple, ce qui permet de simplifier la compréhension, la traduction une traduction, un dictionnaire. On va voir ça dans l'exemple, ce sera plus simple. Les partitions si on en a, et des segments. Il faut savoir que les segments, ils font par défaut 8 millions de lignes, et que c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir optimiser les performances, parce que, en gros, dans tabulaire, on n'est pas en train de se dire, pour optimiser, je vais typer correctement mes données. Le type des données, grâce justement à cette partie dictionnaire, c'est très, très peu impactant pour tabulaire. Toutes vos jointures, vous les faites sur des gros Varchar 255, c'est pas beau. Je n'ai pas dit qu'il fallait le faire. Par contre, ça ne va pas vraiment pénaliser les performances, ça va être minime. Parce qu'il va refaire une traduction dans le dictionnaire de votre colonne de clés, et finalement la jointure va se faire sur quelque chose de simple pour lui, même si votre type de données est compliqué. Donc, tout l'axe d'amélioration, ça va être sur la redondance, la réentrance des données dans une colonne. Tabulaire, il va créer des segments par colonne. Donc, là où avant vous pensiez en modèle général, en ligne, maintenant, ça ne compte plus. Ce qui va compter, c'est la cardinalité de vos colonnes. C'est-à-dire que si vous avez 200 milliards de lignes, imaginez, donc vous êtes les premiers à avoir ça dans le monde sur tabulaire, mais ce n'est pas grave. Vous avez beaucoup de lignes. Si vous avez deux valeurs distinctes sur cette colonne avec 200 milliards de lignes, ça ne coûte pas cher, parce que vous n'avez que deux valeurs distinctes. C'est assez différent comme logique. Ce n'est pas la typologie de vos lignes qui va compter. Ce qui va compter, c'est la redondance des données dans une colonne. Et on verra ça dans un exemple très vite. Parce que c'est assez surprenant finalement de se dire, je ne comprends pas, j'ai deux colonnes dans la même table, j'en ai une qui contient 10 valeurs distinctes, j'en ai une autre qui contient 10 000 valeurs distinctes, pourtant c'est la même table, donc il y a le même nombre de lignes, et j'en ai une qui va beaucoup plus vite que l'autre. C'est celle qui aura le moins de réentrance, le moins de valeurs distinctes dans la colonne. Bon, on verra ça aussi juste après. On a aussi un fichier de hiérarchie, mais en vrai ça ne sert pas à grand chose parce que les hiérarchies dans tabulaire, ce n'est pas des vraies hiérarchies comme multidim. Il faut juste savoir que là où on pouvait avoir des gains de performance en multidim en jouant sur les hiérarchies, sur les agrégations, bon, on n'a plus d'agrégation, on n'a plus de hiérarchie à proprement parler dans tabulaire, donc ce ne sera plus des axes d'optimisation de ce côté-là. Et on a un fichier de relation. Donc comment ça se traduit avec des données? J'ai une table avec des numéros de commande des lignes. J'ai des valeurs distinctes. Le numéro de commande, le line CMD. Donc je vais avoir une première étape qui va être de récupérer les colonnes distinctes. Les colonnes vont vraiment être traitées de façon autonome par les moteurs tabulaires. Et ensuite, je vais avoir une partie dictionnaire où j'ai un ID qui est attribué pour chacune de mes valeurs distinctes. On va avoir un encodage qu'on appelle du RLE qui va être fait et qui va me permettre d'avoir un dictionnaire avec des valeurs distinctes. Ça vous... Voilà, donc on va vraiment avoir un traitement par colonne et un dictionnaire qui référence ces colonnes, peu importe leur type, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez efficace. Ce qu'il faut noter à ce niveau-là, alors peut-être pas, oui, c'est juste après. Ça, c'est clair pour vous? Vous voulez plus de... Non? Tout bon? Donc déjà là, il y a deux pistes d'optimisation. Attention, piste d'optimisation à
à manier avec parcimonie si vous dépassez un certain taille de modèle. Parce que ces deux paramètres-là, c'est des paramètres qui sont au niveau instance analysis services. Donc si vous les changez pour une instance, vous les changez du coup pour tous les cubes qui vont être présents sur cette instance. En dessous d'un modèle de plusieurs millions de lignes, ce n'est pas utile de toucher à ces paramètres-là. Vous aurez très peu de gains, vous n'en aurez pas du tout même. Donc si vous avez un modèle qui commence à dépasser les 50, 100 millions de lignes, vous pouvez commencer à y penser. En dessous de ça, ce n'est pas vraiment utile. Ne le faites pas, parce qu'après ça rend la compréhension de ce qui se passe un peu plus compliqué, vu que vous avez rajouté des paramètres supplémentaires. Donc le premier paramètre, il concerne quoi? Le nombre de lignes dans un segment. Vous vous souvenez dans la slide d'avant? On prend une colonne, cette colonne, elle va être découpée en plusieurs segments. Ces segments-là, ils sont par défaut du 8 millions de lignes. Pourquoi ce serait intéressant de pouvoir jouer sur ce... À votre avis, pourquoi c'est intéressant de pouvoir jouer sur la taille, le nombre de lignes dans un segment? Parce qu'il y a l'aspect multicœur après, mais c'est paralléliser les traitements. Il y a l'aspect multicœur qui est pas... Alors, il y a le côté multicœur. En effet, il y a un thread par segment. Donc, du coup, plus on aura de segments, plus on aura de threads. Ce n'est pas forcément un facteur d'optimisation. De manière générale, le parallélisme dans tabulaire, ça ne va pas beaucoup nous aider. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'il y a un problème qu'on rencontre assez souvent, c'est le surpartitionnement. Parce que quand on partitionne, on a aussi un thread par partition. Donc, du coup, ça nous permet d'allouer plus de processeurs. Et on pense que c'est une bonne idée, mais globalement, ça dégrade les performances. Pourquoi? Parce que plus nos segments sont grands, donc j'ai un thread par segment, donc ça veut dire que je vais allouer plus de lignes pour un seul thread, donc d'une certaine façon, on parallélise moins. Mais plus nos threads sont grands, plus nos segments sont grands, plus je peux charger de valeur dans le même segment. Et là, le RLE, le fait de compresser les données, plus j'ai de chances de retrouver mes lignes dans le même segment compressé. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si j'ai 8 millions de lignes dans un segment, qui est la valeur par défaut, il va prendre dans une colonne 8 millions de valeurs, il va faire les distincts, et je vais me retrouver avec 50 valeurs. Si je charge 16 millions de lignes, je vais peut-être me trouver avec 54 valeurs différentes, ce qui va être du coup performant pour le moteur, parce qu'il aura compressé plus de lignes sur moins de valeurs distinctes, et ça lui permettra d'être plus performant pour accéder aux données. Ça fait sens pour vous? Okay. Comment on place le curseur du coup? Parce que, imaginons qu'on a qu'un seul cube sur notre instance, on veut toucher en fait le nombre de lignes sur le segment. Est-ce que du coup on va prendre notre table de fait sur laquelle on a le plus de lignes, et du coup en fait c'est à peu près cette valeur-là, le nombre de lignes qu'on va passer au niveau du segment, avec une marge? Alors j'ai répété la question parce que j'enregistre la session. En gros, la question, si j'ai bien compris, c'est comment est-ce qu'on définit le curseur du nombre de lignes qu'on met dans le default segment, la taille du segment. C'est compliqué parce qu'on est au niveau de l'instance. En gros, on va modifier ces paramètres-là quand on a des problèmes de performance sur les requêtes. Donc du coup, on va le mettre au mieux pour régler ce problème de performance qu'on a rencontré. Il ne va pas y avoir de règle générale. Si on a en effet un tout petit cube et un très gros cube, modifier ce paramètre, ça va avoir des impacts différents. Peut-être que ça nous demandera de créer deux instances différentes. Mais ça va être pour régler un problème de performance. Des très gros cubes, on n'en a pas beaucoup. Donc souvent, ça va être, tiens, j'ai un cube qui répond trop lentement, je veux optimiser ça. Donc je vais devoir mettre en place cette optimisation-là. Et ça va être du coup basé sur l'expérience, pas sur une sorte de calcul qui soit assez compliqué à définir. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau, on a une requête qui prend un certain nombre de temps, on dit qu'elle n'est pas performante pour notre besoin. Qu'est-ce qui fait qu'on va d'abord plutôt partir sur une modification du moteur plutôt que d'essayer de retravailler sa requête? Bon, on va le voir juste après sur les exemples. Comme ça, on pourra voir avec les outils justement qui vont dire, ah ben là, je pourrais peut-être gagner avec cette modification-là plutôt que celle-ci. Donc, premier paramètre. Deuxième paramètre qui est aussi niveau instance, le processing time box seconde per million de rows. Pour pouvoir compresser les données, il y a une étape intermédiaire indispensable, c'est le tri de la table. Pour pouvoir faire une compression, on trie les données pour pouvoir ensuite les compresser. Il y a une partie de l'algorithme de tabulaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un million de lignes et il va dire sur ce million de lignes quel est l'ordre de tri le plus efficace pour compresser au mieux mes données.
Pour faire ça, il s'alloue un certain nombre de temps. Par défaut, c'est 10 secondes. Ça veut dire qu'il va prendre 10 secondes par million de lignes pour définir le meilleur algorithme de tri de ma table, de mon million de lignes, avant de compresser. OK? Donc, on va pouvoir modifier ça. Pourquoi? Pour la même raison que pour la taille des segments. Si on veut donner plus de temps à tabulaire, pour être capable, surtout si on a beaucoup de colonnes, pour définir l'ordre de tri le plus intéressant, si vous avez plus de 200 colonnes, il va certainement lui falloir beaucoup plus de 10 secondes pour être capable de définir le meilleur ordre de tri. Sachant que ce sera important parce que s'il trie mal vos colonnes, vous aurez des colonnes moins compressées et moins vos données sont compressées, plus vos temps de requêtage sont longs. Et vraiment, tous ces deux paramètres et globalement toute l'optimisation autour de tabulaire, ça tourne autour du nombre de valeurs distinctes dans une colonne. Plus je compresse, moins j'ai des valeurs distinctes, plus je peux accéder rapidement aux données, plus mes requêtes sont rapides. Toute la logique est là, c'est tout ce qu'il faut retenir, et après on va voir comment est-ce qu'on arrive à ça. Donc ça, c'est 10 secondes par défaut. Si vous avez moins de 200 colonnes globalement sur vos modèles ou sur vos tables de faits, vous ne touchez pas, c'est très bien. Si jamais vous avez plus de 200 colonnes, la question se pose et on verra qu'on a un petit fichier qui est fourni par SQLBA qui permet de voir si ça peut être nécessaire ou pas. Si je comprends bien, en l'augmentant, on ne fait qu'augmenter le temps de process. Absolument. Que ce soit celle-ci ou celle-ci, c'est en effet la contrepartie. Vous allez avoir un curseur à positionner entre le temps de process, parce que quand vous augmentez aussi le nombre de lignes par segment, vous allez aussi augmenter le durée de processing. Donc le curseur, ce sera entre temps de processing et performance au requêtage. Et plus vous augmentez ça, si vous le passez à 20 secondes par million de lignes, vous avez 200 millions de lignes, ça commence à coûter un petit peu en termes de temps de processing. Si vous le passez à 50 secondes, on n'en parle pas. Après, si vous avez plus de 200 colonnes dans un modèle, vous pouvez peut-être vous poser des questions aussi. Ouais. Mais ça peut arriver. Attention, le surpartitionnement, pas très français, mais trop partitionné, ça va être négatif pour vos performances. Pourquoi? Parce qu'un segment existe que dans une partition. Ça veut dire que si vous avez des partitions de 1 million de lignes, votre segment ne pourra pas dépasser 1 million de lignes. Si vous faites des partitions de 10 lignes, vous aurez des segments de 10 lignes. Donc là, en termes de cardinalité de colonne, vous êtes très mauvais. Si vous faites beaucoup de partitions, vous limitez énormément le moteur. Vos partitions, pour qu'elles soient efficaces, il faut que, si vous avez laissé le paramètre par défaut de 8 millions de lignes, il faut que votre partition fasse 8 millions de lignes. Si votre partition fait 16 millions de lignes, c'est bien, vous avez 2 segments sur une partition. Si votre partition fait 9 millions de lignes, c'est pas bien. Parce que vous avez une partition, un segment de 8 millions et un segment d'1 million. Le segment d'1 million, les perfs vont pas être terribles. Ok? Ça paraît un peu surprenant comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc idéalement, il faut que vous soyez capable de sizer vos partitions pour pour être aligné avec votre taille de segment. Donc à partitionnement soit une date, en fait, pas tout ça. À moins que dans les faits, la date soit... Ouais, tout à fait. Qu'on se retrouve avec 16 millions de lignes sur la date, parfait. Après, si on est à 16 millions, 17 millions, ça va être un peu moins bon, mais ça peut être positif. Mais globalement, si on pouvait avoir un segment géant qui contienne toutes nos données, on serait plus performant. Par contre, en termes de processing, ce serait juste pas possible. Parce que pourquoi on partitionne? Là, on est vraiment dans la logique du partitionnement pour le processing, pour le temps de traitement. Donc, si vous avez des problèmes de temps de traitement, le partitionnement va vous aider, en pensant bien à regarder en taille de répartition des données, que vous soyez assez aligné, au maximum aligné. Par contre, il n'y a pas de partition elimination comme on a dans le multidim. Je ne sais pas si vous avez pratiqué un peu le multidim, mais on faisait des partitions aussi. Pourquoi? Parce qu'on mettait un slice sur la partition et on allait accéder directement au fichier qui était concerné. Lui, il s'en fiche, il va scanner globalement en tabulaire, il va scanner toutes les tables. Et c'est pas grave parce que c'est suffisamment compressé par colonne pour que ça ne soit pas très pénalisant. Donc la logique est différente, il faut juste le savoir. Donc ne surpartitionnez pas. Si jamais vous avez 16 millions de lignes, globalement, partitionnez pas. Si c'est trop long, partitionnez, mais vous allez être négatif sur vos performances. Si vous avez les partitions qui font 1 million de lignes, 2 millions de lignes, 3 millions de lignes, aucun intérêt de partitionner. OK? Donc pour ça, on a un certain nombre d'outils. Vous en connaissez peut-être déjà de base. Il y a des outils qui vous viennent en tête? Le performance monitor. Alors pas dans ce cas-là, parce que là on veut vraiment monitorer l'exécution des requêtes
et pas détecter les bottlenecks, les points de contention sur la machine. Le profiler, tout à fait. Les plans d'exécution qu'on trouve où? Dans le profiler du coup. Parce que sur tabulaire, du coup, on va en effet utiliser les plans d'exécution. On va les retrouver dans le profiler. Je vais vous montrer les différents événements qu'on aime bien regarder. Non. Non, ça ne s'implique pas. Pas le Tuning Advisor non plus parce que ça ne va pas s'appliquer sur tabulaire. On va avoir un outil qui n'est pas développé par Microsoft mais qui est extraordinaire qui s'appelle DAX Studio, qui est développé par SQLB, l'équipe de Marco Russo et Alberto Ferrari. Ça a changé ma vie. On a un dernier outil qui est aussi un outil fourni par SQLBI. Alors il faut dire que SQLBI, on a un peu l'impression qu'ils font le travail de Microsoft parce qu'ils ont sorti beaucoup d'outils autour de ça. Et ça marche bien mieux que ce que fournit Microsoft. Mais bon. Donc on a en effet le profiler. Alors en termes de traces, en termes d'événements, donc on va sélectionner le query end pour avoir la durée globale de notre requête. Le DAX query plan, on retrouve bien le query plan à ce niveau-là. Et le Vertipack SE query end qui va nous permettre de savoir quel est le plan qui a été exécuté. On verra ça en détail juste après. On a DAX Studio, qui a l'avantage d'avoir largement simplifié la représentation des différents indicateurs. Il va aussi lancer des traces sur le serveur. Il va utiliser en fait les mêmes mécanismes que le profiler, sauf que c'est intégré dans l'outil. Et on a deux onglets Server Timing et Query Plan qui nous permettent d'avoir ça de façon lisible, contrairement au profiler où on se retrouve vite avec beaucoup d'événements, on ne comprend plus rien. Lui, il nous ramène vraiment les choses de façon consolidée et graphique. On verra ça dans un petit exemple juste après. Et enfin, le DMV Vertipack Analyzer. Alors ça utilise les Data Management View de SSAS. C'est un classeur Excel. Ça ne paye pas de mine. Qui nous permet d'avoir la cardinalité par colonne déjà. Je vous ai dit, le nerf de la bataille, ça va être la cardinalité. Lui, il nous donne la cardinalité. Et là, on va pouvoir du coup identifier très rapidement les colonnes qui nous posent problème. Une colonne avec 30 valeurs distinctes, vous n'aurez jamais à vous casser la tête. Celle-ci, vous pouvez la mettre dans toutes vos requêtes DAX, ça va vous coûter rien du tout. Une colonne avec 220 000 valeurs distinctes, vous allez commencer à avoir des problèmes. Et donc, on va regarder justement ce qu'on peut faire pour ça. Ensuite, vous avez aussi la taille de vos données et la taille de vos tables. Donc, ça, c'est autant d'éléments importants. Et ce qui peut être intéressant de voir, je ne pense pas qu'on le voit ici, ce qui peut être intéressant de voir, c'est que l'ordre de tri justement qui a été sélectionné, vous allez vous retrouver avec une colonne qui a la même cardinalité qu'une autre, mais qui a une size différente, supérieure. C'est le symptôme de quoi? Au moment du processing, il a fait une estimation de tri et il a privilégié une colonne par rapport à une autre. Donc en faisant ça, vous allez vous retrouver avec une colonne qui va répondre plus rapidement qu'une autre. Juste parce qu'au moment du processing, il a privilégié, même s'il y avait la même cardinalité, le tri d'une colonne par rapport à une autre. Ok? C'est interne au moteur. C'est interne au moteur. Donc il va y avoir un facteur en tout cas qui va pouvoir être augmenté, c'est le temps qu'on alloue pour trier, ce qui va lui permettre de faire une meilleure sélection. Ce qui peut être un des cas où on va dire ah là je vais être vraiment obligé d'augmenter ce facteur parce que là il a trié tout n'importe comment, la compression elle est terrible, donc je vais changer ce facteur pour voir si ça me donne bien un résultat plus positif. Si tu avais un chiffre au niveau de la cardinalité sur lequel on doit commencer à appliquer quand on verra ça. Alors je ne commencerai pas par la cardinalité, ce que je ferai c'est que plutôt j'ai une requête qui est lente. Là, je regarde les colonnes qui sont dans la requête et celles qui sont là. Et je vais commencer par vouloir travailler sur la colonne qui a une cardinalité la plus importante. Plutôt en partant du problème qu'en cherchant, parce que si ça se trouve avec une cardinalité et la machine que j'ai derrière importante, je n'aurai pas de problème qui va remonter directement. Alors, à travers quelques petites démos, on va regarder justement ces fonctionnements-là qui paraissent un peu exotiques. Enfin, en tout cas, qui moi me paraissent un peu exotiques. Attention, je le rappelle, pas de règle absolue. Là, on va faire des changements, on va dire, tiens, là j'ai mis un add colonne, ça va plus vite. C'est pas vrai tout le temps. Il n'y a pas de règle, surtout en fonction de 2012, entre 2012 et 2016, ça ne s'applique pas du tout de la même façon. Et même en fonction de votre modèle, de la façon dont vous avez fait les choses, ça ne s'applique pas du tout de la même façon. Donc vous partez du problème et vous diagnostiquez plus que « Ah, mais là, tu as mis des summarize, mais c'est n'importe quoi, il faut mettre que des add colonnes. » Ou pas. Oui. La première ligne dit qu'à
en fait, il faut directement travailler en prod. Pourquoi? En fonction de votre machine et la taille de vos tables, faut être directement sur le serveur qui pose problème. Donc en prod. À moins qu'on ait une recette strictement identique, mais... Oui, une recette strictement identique. Ou en effet, mais au cœur près, à tout près. Quoi. Alors on peut pas... C'est une bonne occasion de demander une grosse machine pour faire le développement. Oui. Alors Voilà, ça se justifie. faut pas être aussi... moi je le mets comme ça parce que... Comme ça, vous pouvez pas me reprocher de vous avoir dit des choses qui marchent pas. Dans les faits, on va voir que ce qui compte pour nous, c'est la répartition entre Storage Engine et Formula Engine. Et ça, que ce soit en prod ou en recette, si vous avez le même modèle, ça risque d'être assez similaire. Les temps ne seront pas les mêmes, mais par contre, les pourcentages risquent d'être assez similaires. Donc ça peut marcher comme ça. Je ne vous conseille pas de le faire en prod directement parce que à chaque fois qu'on utilise même DAX Studio, il lance une trace profiler. On sait tous que les traces profiler en prod, globalement, c'est pas une bonne idée. Donc c'est ça, ou alors il faut trouver le moment où on peut le faire. Donc il faut venir travailler la nuit, c'est pas super pratique. Surtout que ça processe souvent la nuit, donc. Alors on va faire déjà un premier test avec le profiler. Hop, profiler. Hop. Alors pour faire une trace, hop, je vais me connecter sur mon serveur. Je vais utiliser un modèle que j'ai créé qui s'appelle DAX Query. Donc comme je vous l'avais dit, c'est pas très compliqué. Query End, DAX Query Plan, Vertipack, SE Query End. 3 événements qui vont m'être utiles. Je vous conseille de faire un template, ça vous fait gagner du temps qu'à chaque fois resélectionner ces événements. Surtout que les deux qui sont là, ils ne sont pas affichés dans le template standard, donc c'est un peu laborieux d'aller les chercher. Hop, je lance ma petite trace. Et je vais lancer ma première requête. Tac. Donc là, on voit que ça a renvoyé les résultats très rapidement. Alors, hop, je vais pouvoir regarder ici. Donc, première chose, le DAX Query Plan. Qu'est-ce que ça me donne? C'est le plan logique. C'est un peu l'équivalent du plan d'exécution estimé de SQL Server, moteur de base de données. Il va me dire quelles sont les étapes qui vont être réalisées par Analysis Services. C'est difficilement lisible, mais ça peut servir dans certains cas. On va y revenir dessus. Il faut savoir qu'il y en a deux qui sont liés. Si je déplie un peu ici, vous avez le plan logique et le plan physique. Il y a le plan qui est demandé par le Formula Engine au moteur et celui qui est réellement exécuté. Donc celui qui va nous intéresser, c'est principalement le physique. Parce que le logique, il va pouvoir changer au moment du physique, de l'exécution. Donc autant qu'on vérifie directement ce qui est exécuté que de partir sur une fausse piste. Alors pourquoi du coup on affiche, enfin on a quand même les deux, c'est que dans certains cas le logique est plus facile à lire. Donc si vous avez des très grosses requêtes, là c'est très simple, hein, j'ai fait déjà vous avez vu, j'ai fait un, je ne vous ai pas spécialement montré la requête que j'ai lancée. Donc vous n'avez peut-être pas vu. J'ai fait juste un evaluate de row petite cardinalité sur la somme d'un product ID. Donc j'ai affiché une ligne avec une colonne qui s'appelle petite cardinalité et qui est la somme de la colonne product ID de la table sales qui est ma plus grosse table, ma table de fait. Ça n'a pas beaucoup de sens fonctionnel hein, de faire la somme des ID. C'est juste pour pas qu'ils prennent des raccourcis sur les comptes. Donc en faisant une petite requête comme ça, il m'a déjà généré un plan de 4 lignes sur une requête complexe qu'on pourrait rédiger dans un rapport reporting services par exemple. On va se retrouver avec 200, 300, 400 lignes de plan. Donc le logic call query plan peut être plus lisible que le physical dans un premier temps pour essayer de détecter des anomalies. Mais globalement, on va vouloir revenir sur le physique pour savoir ce qui s'est passé exactement. Donc si je regarde le physique, là, c'est pas compliqué. On a une partie spool qui parle de... Donc spool, ça va être pour la partie cache, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont en cache. Il a fait un lookup dessus et il m'a rempli une colonne qui s'appelle... Il a fait un autre colonne du coup, ce qui est écrit ici, pour mettre les données dans une colonne qui s'appelle petite cardinalité. Voilà, c'est très simple comme plan. Là, on n'a rien de spécial à dire dessus parce que de toute façon, il ne fait rien d'étonnant. On voit qu'on a là les requêtes qui sont lancées sur le moteur SE,
le storage engine. Là, on va avoir des éléments un peu plus intéressants. Pareil, toujours deux plans, deux événements qui sont lancés. Un qui est celui qui est demandé par le Formula Engine et un qui est celui qui est concrètement exécuté sur le storage engine. Donc il y a des différences qui ne sont pas énormes. Si vous regardez là dans celui-ci, vous avez plus ou moins le même. Et donc là c'est pareil, il dit qu'il a sélectionné la somme depuis la table sales. Là ça vous paraît très simple, enfin vous ne voyez pas l'intérêt pour l'instant. L'intérêt qu'on va avoir c'est quand on voit qu'il y a par exemple 200 appels au storage engine sur une seule requête. Là vous avez un problème. Ça vous dit que qu'est-ce qui se passe? Le Formula Engine demande des données, et ça c'est le pire des cas, et ça arrive régulièrement dans les grosses requêtes. Le Formula Engine demande des données au storage engine, le storage engine répond. Le Formula Engine n'a pas ce qu'il lui faut, il redemande. C'est comme ça qu'on retrouve dans les query plans des callback ID, ce qui veut dire qu'il doit refaire appel au storage engine et ramener des données. Et ça, c'est pas du tout le comportement qu'on attend. Donc ce qu'on va pouvoir voir déjà de prime abord, c'est le fait qu'on ait beaucoup d'appels au storage engine. Ça va être surprenant. Moins on aura de requêtes ici, plus les performances seront bonnes. Ça veut dire qu'on va réussir à avoir fait des appels directs au stockage. On va lui dire, là tu dois me chercher, comme on a fait là. Quand on regarde ici, c'est la situation idéale. Ici. Tu me récupères la somme du product ID depuis la table sales. Il n'y a pas plus optimisé. On va juste chercher la somme d'une colonne dans la table. Si on avait 7 requêtes qui s'affichaient, va me chercher dans la table produit et ensuite va me chercher dans la table sales et ensuite, là on se dirait, c'est bizarre quand même, moi je voulais juste prendre dans la table de vente les valeurs et là il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Et donc on chercherait comment faire pour éviter de faire ça. Ok ? Donc ça c'est la façon à l'ancienne de le faire. Personnellement je ne fais plus ça. J'utilise directement l'outil de Marco Russo et Alberto Ferrari, qui est ici. Je coche les deux petites croix qui sont ici, les deux petites options, qui sont là. Oups, pas là, mais là, c'est ces petites query plan et serveur timing. Donc là, il est en train de me démarrer des traces sur le serveur. Et donc si je clear mon cache, tac, et que je lance ma requête, j'ai deux onglets ici en bas. Regardez, ici, query plan et serveur timing qui ont été ajoutés. Et donc dans query plan, je retrouve le physical et le logical query plan qu'on avait dans notre profiler, sauf que c'est un peu mieux rangé et ça a l'avantage d'être un peu plus lisible. Et dans serveur timing, je retrouve les appels au storage engine qui sont là, avec le temps passé par appel. Ça c'est vraiment génial. Et la répartition entre Formula Engine et Storage Engine. Vous voyez que là, on a passé 8 millisecondes au total pour exécuter la requête, et qu'on a passé 6 millisecondes sur le Formula Engine et 2 millisecondes sur le Storage Engine. En vrai, si je relance cette requête, je le dis là parce qu'en fait, on m'a posé la question sur Twitter et je n'y ai pas encore répondu, donc comme ça, au moins, s'il regarde la vidéo, il saura. Il évitera de répondre. Vous voyez que les chiffres sont complètement différents. 3 millisecondes, 33 millisecondes. Et c'est parce que ce n'est pas significatif. On a un système d'événements qui est lancé par le moteur sur des temps pareils. Le 33, le 3, la répartition entre les deux, ça ne va pas être significatif parce que c'est des très petites durées. Il suffit que l'événement soit un peu plus long à se lancer de quelques millisecondes et là on aura un retour dans ce qui est affiché. Donc sur des très petits temps d'exécution, il faut comprendre ça comme voilà, ça va vite, quoi. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la lecture de ça. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a aussi cette partie-là, moi que j'aime beaucoup, qui est le temps du storage engine par CPU, pour le CPU. Donc ça, c'est le temps total. Vous savez que vous avez la même chose dans le profiler, vous avez la partie CPU, duration CPU, le temps CPU. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il parallélise, en fait, vous allez avoir 2 secondes ici, s'il y a 2 CPU qui travaillent, vous allez avoir 1 seconde au temps d'exécution. Donc ça vous permet de voir un peu le niveau de parallélisme qui est utilisé dans votre requête. Voilà, à première vue, 0,9, il n'a pas eu besoin de paralléliser beaucoup. Mais encore une fois, la requête est très simple, c'est fait exprès. Donc on a la duration qui est ici, on a le rappel de notre
de notre événement qui est là, de notre DEX VertiPack, DEX Storage Engine requête. OK? Donc, avec tout ça, on va pouvoir bien travailler. Il y a juste une dernière chose sur cette partie-là que je voudrais mettre en avant parce qu'on n'en parle pas assez. Ça vous est arrivé déjà de faire du DAX dans SSRS? Oui, dans Reporting Services. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on met des paramètres. On rentre ces paramètres dans le dataset. Et quand ça ne marche pas bien, on veut récupérer la requête qui a été exécutée. Et on remplace du coup, on récupère une trace profiler de la requête. Il y a le petit truc XML au bout là, avec les valeurs de chaque paramètre. Et on copie-colle dans les paramètres chacune des valeurs. C'est de l'enfer sur Terre. Si vous avez 50 paramètres dans le rapport, vous voulez, voilà. Vous allez chercher un stagiaire, vous dites, tu veux pas remplir ça, s'il te plaît. Et c'est pas bien parce qu'il ne faut pas faire ça avec les stagiaires. Donc du coup, Marco Russo et Alberto Ferrari, conscients du problème avec les stagiaires, ont ajouté ce bouton, la Merge XML. Peut-être codé par un stagiaire qui n'en pouvait plus de faire ce genre d'opération. Et du coup, vous collez toute votre requête du profiler avec la partie XML dessous. Vous faites Merge XML et ça remplace tous les paramètres. Ça aussi, ça a changé ma vie une deuxième fois. Ça, c'est... Donc, Merge XML, n'hésitez pas à l'utiliser vraiment parce que quand on nous remonte un problème, c'est rarement des gens qui sont en train d'écrire des requêtes dans l'éditeur DEX. Sinon, vous avez des utilisateurs assez différents des miens. C'est plutôt le rapport est lent. Et donc, on part du rapport. Et quand on part du rapport, cette partie Merge XML nous aide pas mal pour récupérer les paramètres qui ont été exécutés. Donc, voilà pour cette partie analyse de requête. Et enfin, notre petit VertiPack Analyzer. Je fais le tour des outils et ensuite, on va passer sur des requêtes avec des cas un peu exotiques. Donc, comment ça se présente? Hop, je vais ramener ça ici. Donc en gros, c'est basé sur Power Pivot. Donc on va dans Power Pivot, on change la chaîne de connexion pour pointer vers notre cube en question. C'est assez bien expliqué quand vous téléchargez l'outil, je vous laisserai regarder ça. Ça charge les DMV, donc les vues système de Analysis Services, et ça nous fait un petit tableau qui nous intéresse. Et ça nous permet de voir où est-ce que je risque d'avoir des problèmes. Par exemple, depuis ma capture, j'ai rempli mon modèle un peu plus que ce qu'il y était. Maintenant, j'ai 16 millions de lignes sur Order Date Time et Order Date Time ID. Clairement, là, j'ai certainement un truc à faire. Et on va le voir à travers des exemples qu'en effet, ces colonnes-là, elles ne vont pas être sans me poser de problème. Dès que je vais commencer à les requêter, ça va être l'enfer. Parce que j'ai beaucoup de données différentes. Et ça se tient. C'est quoi Order Date Time? C'est l'heure, minute, seconde, jour, mois, année, heure, minute, seconde de ma commande. C'est précis, heure, minute, seconde. Est-ce que dans votre modèle BA, vous avez vraiment besoin d'aller à la seconde? Ah, j'ai eu 37 achats à 14h32 et 27 secondes. Génial. Donc, du coup, souvent, on va plutôt être niveau date. Et là, on va voir un truc qui va arriver très vite. Dans votre tête, vous devriez vous dire, mais il y aura un truc très simple. Je prends mon date time, je le sépare en 2 colonnes. Il va me compresser les 2 colonnes de façon autonome. Et je vais pouvoir avoir cette information-là, même si j'en ai besoin à un niveau fin. Mais je vais récupérer dans ma requête les 2 colonnes et je vais faire la jointure au moment du reporting. Je vais faire la concaténation au moment du reporting. Et lui, en termes de perf, il va être infiniment meilleur parce qu'il va avoir pu compresser énormément la colonne date, énormément la colonne time qui a finalement très peu aussi de valeurs possibles. Dans 24 heures, il n'y a quand même pas tant de valeurs que ça disponibles. Et on va avoir des performances qui vont être largement améliorées. Donc, première règle qu'il ne faut pas suivre de façon systématique, parce que j'ai dit qu'il fallait suivre aucune règle de façon systématique. Évitez de stocker du dead time. Si vous avez des colonnes que vous pouvez splitter en plusieurs colonnes, stockez les versions éclatées. Il y a même d'ailleurs un article pareil de SQL BI où il conseille, mais ça concerne que les modèles avec plusieurs milliards de lignes, où il conseille d'éclater les ID. Donc il a des algos pour éclater les ID sur plusieurs colonnes, qui sont reconsolidées au moment du requêtage. Mais là, vous commencez à créer une usine à gaz. Donc c'est bien parce que vous assurez le client pour vous pendant des années si vous êtes dans le conseil. Parce qu'aucun consultant va pouvoir reprendre ce que vous avez fait. Ça, c'est cool. Par contre, en termes de maintenance, c'est quand même pas génial. Donc, si vous avez 25 lignes et que vous commencez à éclater vos colonnes d'ID en plusieurs colonnes, c'est compliqué. Donc, vous avez tout un tas d'informations comme ça, comme le poids, la taille du dictionnaire, la taille des colonnes et surtout la cardinalité qui va pouvoir vous aider. Et maintenant, on peut passer au concret sur des petites requêtes. Donc première requête qu'on a vue tout à l'heure,
Hop. Ah, donc requête très simple. Tout se passe bien, 16 millisecondes. En plus, on voit que c'est principalement du storage engine, même comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément significatif sur ces petites durées-là. Donc là, la requête, il y a peu de chances que vous arriviez à l'optimiser. Dans la même table, donc, enfin, je peux vous expliquer un peu le modèle d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait. C'est une modèle de vente classique qui est basé sur NubCommerce, un logiciel de vente open source. J'ai des clients, des dates, des commandes, des produits, des objectifs de vente, une table de faits qui s'appelle Sales et une table qui s'appelle Time pour le temps. Ok? Très simple, je pense que c'est assez classique. Non, là c'est un modèle custo dont je me sers de temps en temps. Parce que je l'ai un peu dopé et là il y a quelques... je dois avoir... de toute façon je peux le savoir, c'est écrit là. J'ai 18 millions de faits. Donc sur cette requête, pas de problème. Si jamais cette requête est déjà lente, là il faut acheter de nouvelles machines. C'est pas normal. Deuxième requête un peu moins simple. Sur les order ID. Donc là, normalement, si ce que je vous ai dit c'est vrai, ça devrait être un peu plus lent. Voilà. Order ID, toutes les valeurs sont différentes, c'est un ID auto-incrémenté. Je me retrouve avec 419 millisecondes. Par contre, c'est principalement du storage engine, donc je ne vais pas pouvoir l'optimiser non plus de façon significative. Cette requête, à première vue, c'est le temps qu'elle doit prendre. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Elle passe tout son temps à aller chercher les données. Si vous voulez que ça soit plus rapide, il faut faire en sorte d'avoir des CPU qui fonctionnent plus vite. Il y a aussi des très bons... J'aurais pu aborder cette session avec une approche très matérielle. Le matériel a beaucoup d'importance sur Tabulaire. Et surtout, c'est du matériel qui est assez différent de ce qu'on vend habituellement. Ce qui va compter, comme je vous l'ai dit, c'est pas d'avoir plus de CPU, c'est d'avoir des CPU qui tournent plus vite. Et ça, expliquer ça à de l'infra, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Je dis, je comprends pas, je t'ai monté des VM, tu as 12 CPU, 20 CPU si tu veux, 200 CPU. Mais par contre, non, ils peuvent tourner plus vite. Ah non, ça, on n'a pas acheté des... Non, c'était pas cela. Donc là, ce qui va compter, c'est si vous voulez que ça aille plus vite, il va falloir soit des CPU qui aillent plus vite, soit de la RAM qui va plus vite aussi. La latence de la RAM va compter pas mal. Souvent, on se dit, c'est bon, Tabulaire sans RAM. Donc là, il n'y a plus de contention I/O. En fait, il n'y a plus de contention I/O disque. Par contre, maintenant, il y a de la contention I/O RAM. Donc ça existe. Donc votre matériel va aussi influer sur ces métriques-là. Mais bon, là, c'est la seule chose que vous pourriez faire, c'est jouer avec le matériel. Si vous voulez faire ce calcul-là, vu que tout est sur le storage engine, vous êtes au top. La requête, vous pouvez la regarder. Elle n'est pas compliquée, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose de mieux là-dessus. Par contre, vous pourriez faire quelque chose de pire. Là, on aurait mis des partitions. J'aurais eu des performances qui auraient été moins bonnes. Parce qu'il aurait été obligé d'avoir des segments plus petits et donc d'avoir plus de traitements à faire. Même si c'était plus parallélisé, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai un thread par partition, donc du coup, j'aurais potentiellement eu plus de parallélisme, mais par contre, ça aurait été quand même plus long. Alors, là, on va rentrer sur des requêtes qui vont devenir un peu plus intéressantes. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait que d'évaluer trop de somme de quelque chose. Je vais prendre ma plus grosse colonne parce que l'order ID, finalement, déjà, j'ai un impact important. Si vous vous souvenez, là, order ID, c'était là. Hop. 3 millions de lignes. J'en ai une qui a l'air encore plus méchante. C'est celle-ci, 16 millions de lignes. Hop. Donc celle-ci prenait déjà quasiment une demi-seconde. Là, on a encore doublé. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un lien qui est très fort entre la réentrance des données, même dans la même table. À chaque fois, je suis sur la table Sales. Vous le voyez, Sales, Order Date, Sales. Je ne fais pas de jointure, je ne fais rien. Rien que le fait qu'il y ait plus de données différentes dans une colonne, ça me coûte. C'est la seule chose qui me coûte. Vous étiez au fait de ça? C'est quelque chose qui vous parliez globalement, le fait que le nombre de lignes, c'est pas grave. Par contre, la réentrance des données, c'est dans une colonne, c'est ce qui compte. Bah, vous étiez déjà super fort, j'y vais. Donc si on applique ça sur des requêtes un peu plus compliquées. Alors hop, je vais enlever tout ça. Là, je vais lui demander de m'afficher les quantités de vente, les quantités vendues par ville de mes customers.
rapport qui pourrait exister sans trop de problèmes. Donc je lance ma requête. Et là, je vois, c'est bien, il y a du storage engine, j'ai un petit peu de formule engine. Donc c'est vraiment ce ratio qui va m'intéresser. La chose qui me perturbe, vous vous souvenez, je vous ai dit, quand on a beaucoup de requêtes au storage engine, on va se dire, est-ce que je ne pourrais pas gagner en ayant un peu moins? Parce que ce qu'il doit faire là, faut bien, si je reviens au premier schéma que je vous avais montré, ici, ce qu'il doit faire, le Formula Engine demande au storage engine des informations, et ensuite il va les mettre dans le cache, et le cache va être accédé par le Formula Engine. Donc c'est-à-dire que là, la jointure entre mes deux jeux de données du storage engine, elle va être faite au niveau du Formula Engine. Le Formula Engine qui est que sur un seul thread. Si j'ai pas beaucoup de lignes, c'est pas grave, c'est transparent. Faire un calcul sur 20 lignes sur un seul thread, ça marche très bien. Si vous avez 4 milliards de lignes, là vous allez avoir déjà un problème. Parce que vous avez fait deux requêtes, et la jointure entre les deux requêtes, il va les faire dans le Formula Engine qui n'est pas performant par nature. Enfin, qui est moins performant que l'autre. Donc l'idée qu'on va vouloir faire là, c'est se dire comment je pourrais faire pour faire en sorte que ces deux requêtes, qui sont donc... qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne les customer city et ma quantité pour mettre ça dans mesure 0 depuis ma table sales, et il fait une jointure sur mes customers. Voilà, vous avez envie de vous dire, mais c'est suffisant, ça, pourquoi il ne s'est pas juste servi de ça? Parce qu'il a trouvé pertinent d'aller chercher une deuxième requête qui soit uniquement les Customer City et les Sales Customer ID, parce qu'accessoirement, au niveau de ma table de fait, j'ai des Customer ID, pas des Customer City. Et d'aller chercher, de faire la jointure aussi entre la table Customer et la table Sales. Donc en gros, il vous sort un jeu de données avec City Customer ID, un jeu de données avec le montant et le Customer ID, et fait la jointure dans le Formula Engine. Ok? Et donc ça, nous, on aimerait bien qu'il ne fasse pas ça, en fait, qu'il sorte directement la valeur qu'on veut depuis une seule requête. Donc pour faire ça, on peut changer un peu la syntaxe de notre requête. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'il fallait changer summarize par add colon, parce que c'est ce que je vais faire, c'est pas ce que j'ai dit. De manière générale, on ne remplace pas summarize par add colon, ça ne fait pas la même chose. Dans mon cas, là, ça fait la même chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, ce qui va se passer, je vais lui dire, tu me sors les valeurs distinctes de Customer City, et tu rajoutes une colonne qui sera la quantité. Et maintenant, j'espère que ça me donne des performances meilleures. Non, ce serait un peu dommage. Hop. C'est meilleur, non? En termes de performance. Là, on a 278 versus 400, je crois. Donc, on a quand même divisé le temps d'exécution par deux. Vous allez me dire, oui, mais ça fait quand même pas beaucoup. Sur ma volumétrie, non. Sur des plus grosses volumétries, ça peut jouer énormément. Et donc là, il me fait quand même deux requêtes. Mais ce n'est pas les mêmes requêtes. Là, il m'a fait, au lieu de me refaire une jointure avec la table sales, ce qu'il m'a fait tout à l'heure, vous vous souvenez, il prenait pour sortir les Customer City ID, Customer City, il faisait quand même appel à la table sales. Vous vous souvenez pas? Si. Je vois un peu dubitatif des fois. Donc là, il va uniquement sortir les Customer City de la table Customer. Ça, c'est pas cher, hein. Duration, 1 milliseconde. Forcément, là, il y a je ne sais plus combien de valeurs distinctes, mais c'est rien du tout. Et ensuite, il va me sortir les cities et les quantités par sales. Là, il va me refaire la seconde requête qui, elle, était un peu plus lourde. Ce qui me permet de diviser le temps de traitement par deux. Donc, clairement, l'approche, ça va être celle-ci. Ça va être de se dire, est-ce que c'est normal, quand je veux sortir mes villes, que j'aille taper dans les ventes? Moi, je voulais une liste de villes existantes et ensuite rajouter les montants de vente. Si je peux le faire comme ça, si je peux, donc pour le faire, je vais utiliser add colon et je vais prendre directement, je vais lui dire, prends-moi les valeurs distinctes de Customer City. Et ça va me coûter beaucoup moins cher que de vérifier l'existence de ces cities-là dans ma table de vente. Ok? Rien que ça, déjà, ce genre d'optimisation-là, ça peut optimiser énormément une grosse partie de vos requêtes existantes. Si vous reprenez vos rapports ou ce qui existe, que vous regardez un peu l'utilisation qui est faite ici en termes de DAX Engine Query, vous verrez que vous allez réutiliser beaucoup de fois les tables de fait dans vos requêtes existantes. Et réutiliser les tables de fait plusieurs fois pour sortir des valeurs de référentiel, c'est globalement pas une bonne idée. Donc, premier exemple d'optimisation possible. Toujours en gardant en tête qu'il va falloir
minimiser la partie, minimiser l'impact de chacune de nos requêtes générées côté Storage Engine aussi. Il faut juste savoir que depuis 2016, il y a un truc génial qui est arrivé. Je vais pas dire un truc qui a changé ma vie, parce que ça, ma vie très changée ces derniers temps. Mais... Maintenant, on peut utiliser Summarize Column. Summarize Column, ça va être un raccourci pour add column values. Donc là, j'avais 122 millisecondes. Si je clear mon cache, c'est moins bon. Ah, mais ça, c'est parce que... Ouais, sur des petites volumétries comme ça va pas être significatif. Mais globalement, ça fait quelque chose qui est très proche de ça. Mais en plus, ça a réussi à me le faire sur une seule requête. Comme vous voyez ici, Summarize Column, ils l'ont même encore optimisé par rapport au add column. Et là, on n'a vraiment qu'une requête de Storage Engine qui est exécutée. Et c'est finalement ce qu'on voulait obtenir. Idéalement, moi, je voulais une seule requête et qui soit la plus optimisée possible pour aller chercher les données. Pas de questions, de remarques là-dessus? Ça me dit quand même pour avoir des modèles avec le moins de tables possible. Pourquoi? Pour éviter des jointures finalement. Ah, mais on va se retrouver avec d'autres problèmes. Le nombre de colonnes qui augmente, qui fait que la détermination de l'ordre de tri va être moins évidente, donc la compression va être moins bonne. Ah, oui, c'est... Et non, finalement, on voit que là, si j'utilise Summarize Column, c'est pas cher. Ne faites pas des modèles avec une seule table, même si ce serait plus performant, c'est impossible à maintenir. Après, c'est toujours la même optique. Si vous voulez que vos clients vous appellent souvent et que vous soyez les seuls à pouvoir débugger les modèles, c'est une bonne idée. C'est pas la peine non plus d'avoir 350 objets dans son modèle. Parce que j'aime bien décomposer en objet fonctionnel. Oui. Le produit, le client. Non, c'est plus du tout une obligation. En effet. Par contre, en termes de... Alors là, c'est bon si on parle de performance pure. Il faut quand même faire la part des choses entre performance et modélisation. En termes de performance pure, ce sera peut-être bon, mais comment est-ce qu'on fait une relation entre différents objets si on met tout dans une table? Là, la table objective arrive, je ne vais pas me dire, bah tiens, je vais rentrer. Une seule table de fait. Ouais. Tout à fait. Parce que la relation avec les produits et la table de fait, vous ne me la faites pas non plus. Hein. Avoir une table de fait qui joue à une table de fait, c'est pas non plus une bonne pratique. Et en termes de performance, ça se paye. Donc là, on revient à la question qu'on se posait, enfin, à la remarque que je vous ai fait un peu en spoil tout à l'heure. Check. En fait, je vais rester sur cet onglet-là. C'est une requête où j'utilise le Sales Order Time ID. Et là, je lui dis, prends-moi les ventes qui sont, compte-moi les quantities pour les ventes qui sont entre le Sales Order Time ID 2017 06 01 minuit et 2017 06 02 minuit. Donc j'utilise ma grosse table qui fait peur, avec ma grosse colonne qui fait peur, avec une cardinalité importante. Server timing, tac. Ah, je les avais pas lancés sur celui-là. Bah, je vais quand même le faire là-bas. Tac. Hop. Ah, on commence à avoir des requêtes qui ne marchent pas très bien. Hein. 1 seconde 7, je ne sais pas comment sont vos utilisateurs. Moi, ils commencent déjà à être pas contents. Hein. On voit qu'il me fait deux appels ici au Storage Engine. Une pour récupérer, même cas que tout à l'heure en fait, hein, une pour récupérer le Sales Order Time et son ID, et une pour récupérer les données de la table de fait. Là, vous auriez pu me dire, ah bah pourquoi tu n'as pas utilisé Summarize Column au lieu d'utiliser... Bah parce que parce que je voulais montrer un problème à venir. Mais, voilà. Vous auriez en effet, comme premier axe d'amélioration de performance, vous auriez pu mettre Summarize Column. Ça aurait déjà aidé, certainement. Ou alors, vous auriez pu avoir 2 colonnes supplémentaires, c'est ce que j'ai fait ici, qui soit la décomposition des deux tables. Donc, j'ai pas utilisé le Sales Order Time, j'ai utilisé le Order Date ID. Finalement, je voulais entre minuit et minuit, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser la date. Et là, on devrait passer de 1 seconde 7 à quelque chose d'un petit peu mieux. 494 millisecondes. Et vous avez les mêmes résultats et vous avez quand même des requêtes qui vont aller beaucoup plus vite.
Donc, axe d'amélioration possible, éclater, toujours pareil, les colonnes avec une forte cardinalité en plusieurs colonnes. Sur le temps, ça fait complètement sens d'avoir 2 colonnes différentes. Alors là, j'avais fait un exemple qui était intéressant juste après. Là, je veux faire la différence entre... Vous savez la différence entre une colonne calculée et une colonne normale, une colonne physique, en tabulaire? C'est tentant les colonnes calculées. Moi, j'utilise beaucoup parce que ça simplifie la vie. Là, par exemple, j'ai le prix par ligne, qui est du coup la quantité fois le prix unitaire. J'ai rajouté une colonne calculée. Alors, il fait le calcul qu'au process. Donc, de ce côté-là, c'est cool. Ça veut dire qu'on pourrait se dire, ah, c'est une colonne calculée, il va le faire au moment de l'exécution de la requête. Non, le calcul, il est bien fait au niveau du process. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, quand on a lu ça, on se dit, bon, bah, je vais l'utiliser à foison, c'est cool. Par contre, du coup, vu qu'elle est calculée, elle arrive après le moment où il y a l'ordre de tri qui est défini. La compression sur les colonnes calculées, c'est pas ça. Hein. Non. Donc du coup, vous pouvez avoir des différences de performance. Alors c'est pas systématique parce que si vous avez un peu de chance, il n'y a pas beaucoup de rentrants sur la colonne en question, donc il n'y a pas de compression énorme. Là, dans mon exemple, si je prends ça, ce qui n'est pas du tout le cas sur les tables calculées qui sont arrivées après. Les tables calculées, elles, sont bien ordonnées avant de... Enfin, elles sont bien... Tout le traitement est bien fait, il n'y a pas d'impact à avoir une table calculée. Les colonnes, c'est un petit peu différent, il y a ce côté tri qui n'arrive pas. Absolument, tout à fait. Absolument. Si c'est possible, vaut mieux le faire comme ça. Ou encore mieux, vaut mieux la persister via votre ETL préféré dans votre modèle. Et l'avantage supplémentaire, c'est que comme ça, vous aurez un data warehouse cohérent avec votre modèle tabulaire. Donc si quelqu'un fait des requêtes en SQL directement, il sera capable d'utiliser la colonne comme vous, sans avoir besoin de la payer au requêtage. Tout ça dans un column store index, qui en plus est basé sur le même moteur. Donc qui profitera aussi de son côté j'ai des colonnes compressées. Donc si je teste, je ne garantis pas le résultat sur celle-ci, la différence positive. Donc là j'ai 151 millisecondes pour la partie sur une colonne qui est une colonne calculée. Celle-ci c'est une colonne calculée. Non d'ailleurs c'est pas la colonne calculée celle-ci je pense pas, je vais vérifier. Je n'ai pas lancé mon modèle, je ne vais pas vérifier. Bon on va regarder la plus longue et puis on va... Celle-ci, elle s'appelle calc. Ouais, c'est kiff-kiff. Hein. J'ai quand même ouvert mon modèle. Hop. Donc j'ai fait en Visual Studio 2015, mais je vais le passer en 2017 bientôt. Alors. C'est bon, il y a SSIS maintenant. J'ai entendu SSIS. Tout de suite, vous êtes négatif. Hop. Bon, je vais passer direct à la conclusion parce que le temps de lancer tout, le temps que le modèle monte et tout, ça va être un peu long. Donc en gros, vous allez avoir une meilleure compression sur les colonnes qui ne sont pas des colonnes calculées. Vous allez me croire sur parole parce que je ne sais plus laquelle était calculée ou pas. J'aurais dire que c'était celle-ci qui était calculée, mais je ne suis plus sûr. Donc attention aux colonnes calculées, ça peut dépanner, mais si vous avez beaucoup de valeurs distinctes dedans, et il vaut clairement mieux la persister côté ETL ou côté requête SQL. Mais au moment du requêtage, vous ne requêtez pas, vous ne recalculez pas cette colonne. Donc c'est déjà ça de prix. Voilà pour les requêtes. Et donc, si je passe à ma petite conclusion, j'aurais pu en faire beaucoup d'autres, hein, parce que là, c'est des cas très simples pour ne pas vous embrouiller. Je ne vous ai pas parlé beaucoup de l'histoire du callback ID qui récupère, donc, qui fait des va-et-vient entre le storage engine et le formula engine. Ça aussi, ça va être un ennemi fatal pour vous. Mais ça rentre dans des requêtes qui sont beaucoup plus complexes que ça. Ce sera peut-être l'objet d'une seconde session un peu plus détaillée. Donc, déplacez au maximum le calcul sur le storage engine. Vous avez une requête, vous la lancez dans Dex Studio, vous voyez que c'est 90% de Formula Engine, 10% de Storage Engine. Vous avez un problème. Déjà, d'une, elle ne se cache pas. Pas de cache côté Formula Engine.
Deuxième problème, vous êtes mono-thread, donc vous serez forcément plus lent que si vous aviez décalé ce traitement sur la partie storage engine. Ça, je pense que j'ai pas mal insisté dessus. Voilà, leur utilisation du cache, c'est important aussi. Réduisez la précision lorsque non nécessaire. Vous calculez une durée. Souvent, on se dit, bon, je vais la stocker en secondes, on ne sait jamais. Bah, le on ne sait jamais, une durée, du coup, si vous la mettez en secondes, en termes de réentrance des données, en termes de cardinalité, la seconde, ça coûte beaucoup plus cher que la minute ou l'heure. Si vous la stockez en heure, vous allez avoir un nombre de possibles qui sera beaucoup plus petit que si vous la stockez en secondes. Donc ça a un impact qui est très important. Pareil pour les, du coup, c'est la même logique pour la partie datetime. Si vous n'avez pas besoin d'aller à la minute, à l'heure ou à la seconde, ne le stockez pas. Attention aux colonnes calculées et surtout, attention à ne pas surpartitionner, à part pour le processing. Le partitionnement, ça ne va pas beaucoup vous aider. L'idée étant d'avoir les segments les plus gros possibles pour maximiser cette compression. Et voilà. Et bon courage pour vos optimisations à venir.